La cruauté est le remède de l'orgueil blessé, disait Nietzsche dans une formule qui pourrait tenir lieu de synopsis à l'œuvre que nous allons ouvrir aujourd'hui. Plus de jardin utopique de Clarence, car nous allons affronter les hauts cruels de Hurlevent, au beau milieu de la campagne anglaise du 19e. Alors on peut se poser la question. Comment fait-on face à une si terrible tempête, qui mêle amour, vengeance, orgueil et vice? Eh bien c'est la question que nous allons aujourd'hui poser à Marie. Bonjour Marie. Salut Max. Est-ce qu'il t'arrive de lire des vrais livres? Moi, je lis des romans d'aventure. Mes parents me retiennent parce que sinon, je dévore les livres. Qu'est-ce qu'il y a eu comme œuvre marquante à ce moment-là? Il y a eu Rimbaud. Avant d'explorer les tourments de l'amour et de la cruauté en ta compagnie, on va se donner un peu d'air. Enfin, peut-être pas, parce que ça se trouve, c'est une rencontre qui est tragique, mais à quel âge et comment t'as découvert Les Hauts de Hurlevent d'Emily Brontë? En fait, j'ai beaucoup entendu parler de cette œuvre et je crois que j'ai dû en entendre parler pour la première fois au lycée, tu vois, en cours d'anglais ou une connerie comme ça, et ensuite en prépa. Et je l'ai un peu acheté sans trop savoir à quoi m'attendre. Et j'ai lu ça comme je lisais à l'époque un Balzac, un Flaubert, un Stendhal, un Zola. Tu vois, un peu comme si c'était le truc qu'il fallait lire. Et du coup, comme ça, je l'ai ajouté à ma liste d'œuvres canoniques qu'il fallait avoir lues. Mais je m'attendais honnêtement à me faire profondément chier. Ok, c'est pas du tout un bouquin qui a été conseillé, c'était tout au plus une renommée de bouquin, c'était pas un Ouais, truc qui c'est était... ça. C'est qu'en fait, j'entendais tellement ce titre revenir qu'à un moment, j'étais là, bon, va falloir le lire, quoi. Toi, c'était pour cocher la case, en fait. Et donc à peu près vers 20 ans, quoi, Et donc, du 18-20 coup, ans. oui. Et alors, oui, deuxième partie de la question, pardon. Du coup, oui, je l'ai lu en hippocagne, et donc, ouais, j'avais 18 ans. Est-ce que tu peux nous résumer l'histoire assez rapidement? Ok, ça va être super difficile, parce que comme tu le sais, en vérité, j'ai oublié certains détails de l'histoire, et il me reste une impression très forte, mais je vais faire un résumé qui, à mon avis, va pas être très fidèle. Donc, voilà, je m'excuse par avance si jamais quelqu'un a fini de le livre hier. Alors, ça se passe en Angleterre, sur donc les Hauts de Hurlevent, qui sont, je ne sais pas, moi j'imaginais ça comme des espèces de collines balayées par les vents et remplies de brume. On suit une famille. Dans cette famille, il y a Catherine et son frère, dont le nom m'échappe, mais qui est un personnage important. Et puis un jour, le père de Catherine ramène à la maison un petit garçon assez sauvage qu'il a trouvé on ne sait pas trop où, du nom de Heathcliff. Et cet enfant donc est élevé dans cette maison. Et évidemment, en fait, il tombe amoureux de Catherine et Catherine tombe amoureuse de lui. Malheureusement, leur union est impossible car Heathcliff ne vient pas du même milieu, il n'est pas éduqué, c'est un sauvage et donc c'est impossible en fait qu'ils finissent ensemble. Donc Catherine fait un autre choix et à partir de là tout part en couille en fait. Parce que c'est deux personnes qui s'aiment mais qui ne peuvent pas vivre cet amour et cette situation de base va avoir des répercussions terribles sur l'entourage de ces deux personnages mais également sur la génération à venir. Et ça, c'est un truc vraiment, moi, qui m'a vraiment bouleversée à ce moment-là. C'est cette espèce de petit événement qui peut paraître anodin, juste d'un amour, en fait, qu'on choisit de ne pas vivre, ou qu'on ne peut pas vivre, et qui déboule sur des années de catastrophes, en fait. Et j'en dis pas plus, parce qu'en vrai, je me rappelle quand même bien de la fin et de certains événements marquants, mais je trouve ça dommage de résumer le livre dans le détail. Parce que, pour le coup, c'est un livre dans lequel il se passe énormément de choses. Bah, ça m'amène un peu à ma deuxième question, parce que moi j'ai parlé d'orgueil, de cruauté, d'amour, etc. C'est les termes qu'on entend traditionnellement pour parler de ce truc-là. Et donc du coup, d'un point de vue toi personnel, de quoi il parle ce livre? Non, mais c'est assez intéressant parce que effectivement, pour ensuite avoir lu évidemment quelques analyses sur le bouquin, voilà, on dit que c'est un livre qui est très noir, qui est cruel, mais moi, je sais que quand je l'ai lu, c'est pas ça que j'ai ressenti. En fait, j'étais emportée dans un récit terrible, mais j'étais totalement en empathie avec les personnages. En fait, j'ai pas vu de cruauté, moi, dans ce bouquin. Et c'est marrant parce que je me dis que si je le relisais aujourd'hui, peut-être qu'effectivement, je verrais cette cruauté, parce qu'en fait, je crois qu'effectivement, ils sont tous assez égoïstes et
mais moi j'ai l'impression qu'ils ils sont victimes de leur incapacité à avoir vécu cette chose qu'ils devaient vivre, et enfin cet amour, et ils en subissent les conséquences. Mais pour moi, il n'y a pas de cruauté en fait. Enfin, en fait, leurs actions terribles qui découlent de ça, c'est pas leur faute en fait. Ouais, moi je peux l'expliquer. Et limite, je me dis, mais qui aurait fait autrement dans leur situation? Et il y a comme, enfin, il y a quelque chose d'assez grandiloquent dans le sens où c'est un peu comme un destin qui s'acharne, ou en fait une force surnaturelle qui ne vient pas d'eux. Et je pense qu'il y a quand même un peu cette idée-là dans le livre. Il y a quelque chose d'assez. On aura l'occasion de revenir sur ouais. la dimension tragique. Ouais, tragique, et puis il y a des délires de fantômes et tout. Enfin, Ouais. tout n'est pas très humain dans ce bouquin non plus. Et moi j'aime bien cette idée que. C'est étonnant parce qu'en t'entendant parler de ça, il y a toute la cruauté, en fait, elle est distillée dans chacun des personnages. Finalement, par rebond, c'est moins un bouquin qui parle de cruauté que d'humanité, finalement. Enfin, la part de cruauté qui existe en chacun de nous, donc en l'exposant, on montre toute la dimension humaine. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Et mais parce que c'est des sentiments qui sont profondément humains, mais enfin, en tout cas, moi, c'est l'impression que j'avais sur le moment, parce que c'était des choses que moi j'avais ressenties ou que je ressentais en fait. Enfin, par exemple, un truc tout con, mais voilà, une blessure d'ego de base, ben moi, à cette époque-là, me donnait envie de me venger un petit peu. Et voilà, et en fait, ce livre, c'est ça, c'est des histoires de vengeance, de cœur et d'ego brisé, et qui débouche sur une folie, mais qu'on ne peut pas contrôler, et qui en fait qui moi suscite vraiment mon empathie, et c'est très humain en fait, tout ça est très humain. Parce que tu avais hésité avec Harry Potter pour l'émission d'aujourd'hui. Ça y est, je suis affichée là. Non, mais du coup, c'est assez intéressant parce que c'est des livres de jeunesse un peu, dans le sens où ça va être peut-être des sentiments un peu moins profonds, des personnages qui n'ont qu'un sentiment, ou alors qui ont une palette un peu moins large d'émotions. Là, j'ai l'impression que le fait que tu aies choisi ce bouquin-là, il y a aussi la volonté de montrer un peu un deuxième âge de la littérature, après la découverte un peu jeunesse, machin. L'idée de complexité, enfin ça me fait un peu penser, si je devais prendre une image un peu plus parlante, ça me fait un peu penser à l'évolution qu'il peut y avoir dans le film Vice Versa, où avant on a l'émotion, la tristesse, la colère, machin, et dans Vice Versa, à la toute fin du film, à l'adolescence, il y a, on peut avoir l'émotion, enfin la tristesse et la joie en même temps dans un même truc. Finalement, le fait que tu aies aussi choisi ce bouquin-là aujourd'hui, c'est la volonté de parler d'une perception un peu plus affûtée de la littérature. Ouais, c'est une perception plus affûtée, mais c'est aussi quelque chose de nuancé. Et c'est tellement important, la nuance. Mais ceci dit, pour revenir sur Harry Potter, j'en profite, je fais ma petite parenthèse. Justement, moi je me souviens que ce qui m'avait tant marqué dans Harry Potter aussi, par rapport à d'autres bouquins de littérature jeunesse, c'était la complexité quand même des sentiments, tu vois. C'est oui, en impression, il y a quelque chose d'un peu manichéen, mais je trouve que quand même, il y a de l'ambiguïté dans les personnages. Ils ont des sales sentiments à certains moments, parfois ils se comportent vraiment comme des merdes, parfois ils sont lâches, parfois il y a ça. Donc là, bon, évidemment, là, c'est incomparable avec Léo de Hurlevent, mais et puis il y a toute cet écart très touchant aussi entre ce que veulent les personnages au fond d'eux, ce qu'ils font, et ça c'est des choses qui arrivent tout le temps dans la vie et qui sont bouleversantes. Et du coup, en fait, cette nuance permet d'expliquer les conneries qu'on peut faire, ou Finalement, pourquoi tu as choisi ce livre-là ? Pourquoi aujourd'hui tu choisis de parler des Hauts du Hurlevent ? Comme une rencontre marquante, pas forcément la plus marquante, mais comme une rencontre marquante. Eh ben, je trouve moi personnellement, je suis peu marquée par les livres. Enfin, c'est très rare les livres qui me bouleversent vraiment. C'est-à-dire que je peux aimer un livre, mais voilà, je vais l'aimer, je vais en parler pendant 2 semaines, et puis je vais passer à autre chose. Là, ce bouquin-là, il est... En fait, j'ai envie d'en parler parce qu'il est resté gravé en moi d'une manière vraiment assez étrange. Et je pense que c'est lié aussi au fait qu'à ce moment-là, j'étais moi-même en train de vivre une grande histoire d'amour vraiment très passionnelle, en fait. Et le livre s'est complètement inscrit là-dedans. Et en fait, tout bêtement, moi, j'étais dans une identification folle avec les personnages, à tel point que je remplaçais les personnages par telle ou telle personne de mon entourage. Et j'ai romancé, j'ai toujours romancé ma vie, je crois, mais là, à ce moment-là, ça collait tellement, en fait, avec ce que j'étais en train de lire, que donc en fait, oui, je crois que j'ai eu envie de parler de ce livre parce que c'est un des 10 bouquins avec lesquels j'ai eu une identification extrêmement forte, et qui
déteint sur ma vie à tel point que, je sais pas moi, telle action de Heathcliff, à la fin j'étais là, mais évidemment, comment tu veux qu'il fasse autrement? Il est fou amoureux. Et comme moi, à ce moment-là, j'étais folle amoureuse et que, en fait, c'est ça, c'est l'identification. J'avais l'impression que ce livre parlait pour moi. Et est-ce que dans cette liste de 10 bouquins, justement, le fait qu'il y ait un certain recul, à peu près 5 ans, entre le moment où tu as lu et le moment où tu en parles là, est-ce que tu en as déjà parlé avant ou est-ce que tu as l'impression que c'est maintenant que tu es capable de... Est-ce que j'ai déjà parlé de ce livre avant? Est-ce que c'était un livre une lecture dont tu pouvais parler avant, une lecture que tu pouvais partager, ou est-ce que justement il y avait une espèce en fait, comme si les gens avaient lu ce bouquin, ils auraient lu dans ta vie. Ah, une crainte d'être... Ah oui, Démasqué un je peu. vois ce que tu veux dire, mais ça c'est marrant, c'est un truc qui m'arrive... Mais alors pas avec ce bouquin, et pourquoi je ne sais pas, parce que je crois... Non, mais parce qu'en fait, en vrai, parce que j'ai envie d'être démasquée. Donc, tu vois, en fait, si, moi j'avais lu ce bouquin, et c'était très important qu'autour de moi les gens le lisent, notamment les gens que j'aime, que j'ai aimé, parce que, bah oui, j'ai toujours pensé que c'était une manière d'en savoir plus sur moi, et en fait, je veux que la personne sache. Et en plus, ça te permet de projeter des belles phrases sur ta vie à toi que tu peux pas maîtriser tout le temps. Donc, Exactement. Tu sais, j'ai rien à dire, je suis là, Léo de Hurlevent. tu me comprendras mieux à travers ça. Tu sauras enfin qui je suis. Ce qui, en plus, est une vaste mascarade parce que c'est vraiment. Enfin, tu vois, c'est quand même la grande tragédie hyper grandiloquente. Enfin, mais c'est sûr que si je devais donner une liste de bouquins et de films à quelqu'un pour qu'il apprenne à me connaître, il serait dedans, c'est sûr. Oui, donc il y a quand même quelque chose de l'ordre de la relation de confiance que tu as à travers un bouquin, dans le sens où l'identification est telle que même les points de discordance, parce que c'est quand même un bouquin qui a à peu près, qui a plus de 100 ans d'écart avec toi. Ce qui t'a marqué, c'est la dimension intemporelle qu'il pouvait y avoir des sentiments, cette espèce de truc profond, de la cruauté, etc., comme certains l'ont, par exemple chez Dostoïevski ou des trucs comme ça. Quelque part, il y a presque une idée de se dire, je me retrouve complètement là-dedans, voire ce bouquin anticipe des choses que je n'avais pas encore saisies. Alors, sans doute, mais ça, du coup, je m'en étais pas rendu compte en le lisant sur le coup. T'as pas eu la révélation de dire un truc et de dire non mais ça, oui, c'est moi en fait. En fait, j'ai pas eu de révélation. Ce qui s'est passé, c'est que j'avais l'impression que ce livre justifiait ma vie. Dans le sens où, voilà, c'était l'époque où, voilà, j'avais 18-19 ans, je venais d'arriver à Paris, j'avais une vie intense, sentimentalement parlant, mais c'était quelque chose qui, selon moi, était difficilement assumable, dans le sens où c'est pas... en fait, tes sentiments, on s'en fout, tu vois. On s'en fout de tes histoires d'amour, c'est pas ça qui compte. Là, faut bosser, faut avoir un taf, c'est pas... Enfin, et moi, il y avait que ça qui comptait, en fait. Pour moi, la seule chose dont on peut parler, c'est ça, c'est l'amour, c'est les sentiments. Et ce livre, en fait, qui ne parle que de ça, avec tout ce que ça entraîne, tu vois, comme problèmes familiaux, comme... Enfin, voilà, comme toute l'histoire qui suit, ben, j'avais l'impression que ça justifiait l'intensité que moi, je mettais là-dedans. Tu vois, parce que non, mais parce que j'ai le souvenir d'avoir parlé de... Enfin, en fait, d'avoir eu très envie de parler de ce que je ressentais à des gens, je ne sais pas moi, comme mes parents par exemple, et qu'en fait, ou des adultes d'ailleurs, en fait, je dis mes parents, c'est pas un très bon exemple, mais et qu'en fait on te fait quand même souvent ressentir que c'est un sujet qui est un peu secondaire, ou alors bah c'est intime donc j'ai pas trop envie de savoir parce que c'est ta vie. Ou alors, bon, ouais, bah, t'es jeune, donc forcément, t'as l'impression que ce que tu vis, c'est... Mais en même temps, moi, je le vivais comme ça. Je vivais une épopée tragique, tu vois, vraiment, quoi. Et donc, ce livre est venu confirmer ça, et j'étais là en mode, ah, mais voilà, bah, je suis pas folle, en fait. C'est un sujet, ça existe, et c'est important. Oui, et en plus, en le faisant d'une manière qui est... Enfin, justement, le fait d'assumer cette cruauté-là, ça permet le fait de se dire, bah oui, je la ressens tout le temps pour moi, enfin je la ressens pour moi ou avec les autres, et ce bouquin-là ne fait pas du tout abstraction de ça, voire c'est un peu une des structures du livre, quoi. Exactement. Ouais, complètement. C'était un vrai compagnon. Enfin, je rebondis sur... Je crois que tu as parlé de relations amicales. Il y avait vraiment quelque chose de cet ordre-là. Enfin, on était alignés avec le livre, tu vois. Toi, tu pouvais t'identifier au bouquin. Est-ce que tu as l'impression que le bouquin a orienté certains de tes choix, ou au moment de le prendre, tu disais... Qu'est-ce qui se serait passé dans Léo de Hurlevent à ce moment-là? Alors, je crois pas, parce que Léo de Hurlevent, c'est un truc tellement extrême que c'était plus une sorte de... Enfin, c'était comme un curseur. Enfin, en gros, Léo de Hurlevent, c'est à 10. Moi, j'étais à 5. Et donc, non, je pense pas qu'il y ait de... Non, c'est pas une identification à ce point. C'est plus une sorte de guide, en fait. C'est exactement plus une sorte de guide. C'est quelque chose auquel je peux me référer, mais je me suis pas dit, tiens, que ferait Heathcliff à ce moment-là? Parce que j'avais quand même l'intime conviction que c'était pas des exemples à suivre.
Je savais que c'était possible, je savais qu'on pouvait tomber là-dedans. Il faut pas, c'est terrible, mais quand même, c'est là. Ne le faites pas. Ne le faites pas, s'il vous plaît. On va pas après si vous le faites. Mais si vous le faites, c'est pas grave, ce sera magnifique. À rebours un peu de toute cette cruauté, toute cet amour, de cette vengeance, ce qui a souvent été souligné, c'est le contraste entre la vie de l'autrice et le bouquin. Est-ce que la vie d'Emily Brontë, ou des sœurs en fait, des dessins si particuliers, est-ce que c'est quelque chose qui t'a intéressé sur le moment ou après? Assez peu, mais je dois dire que ça, c'est un manque de curiosité qui vient surtout du fait que je crois que je suis quelqu'un d'assez flemmard et qui finalement va pas tant creuser les choses. Mais effectivement, si, j'ai quand même tapé Emily Brontë un moment dans Google. Et je me souviens d'avoir été très choquée de réaliser qu'elle avait rien vécu. Enfin, en fait, qu'elle n'était pas sortie de chez elle. Mais en fait, j'ai trouvé ça encore plus génial. Ouais. Ça veut dire que tu peux littéralement rester chez toi et ne rien vivre et écrire un truc qui est criant de vérité et prenant en plus. C'était pas inintéressant à ce moment-là dans une société où on te dit quand même souvent, on te fait souvent comprendre que si tu vis pas d'expérience, tu sais pas de quoi tu parles. Et moi ça, c'est un truc dont je sais pas si je suis d'accord avec ça. Je pense que c'est bien de vivre des expériences pour ensuite maîtriser un sujet, mais je suis pas sûre par exemple que, je sais pas moi, pour parler de l'alcool, il faille forcément être alcoolique, tu vois. Oui, et puis c'est même tout le pouvoir de la littérature qui est à travers ça, quoi. Ouais, et du coup, je trouvais ça... En fait, j'étais assez contente de me rendre compte que cette fille, elle était... Enfin, elle a sans doute souffert de ça, je pense, mais le fait de me rendre compte qu'elle n'était pas sortie de chez elle et qu'elle avait quand même écrit ça, je me suis dit, waouh. Puis du coup, j'imagine, parce qu'en ayant fait du coup des études littéraires, c'est aussi quelque chose qui parle, dans le sens où on n'est pas... À cet âge-là, on n'est pas en mesure de vivre les grandes choses, alors à part au niveau du sentiment, mais du coup, toute velléité d'écriture peut plus facilement se projeter là-dedans. Oui, complètement, d'autant plus que quand t'as la volonté d'écrire, enfin moi je me souviens que je me disais souvent non mais ce sujet-là t'y connais rien, qu'est-ce que tu vas bien raconter, tu vois. Et en fait c'est faux, enfin parce que c'est bien la preuve que c'est pas tant le sujet, c'est ton point de vue par rapport à ce sujet, et là c'est bon, en fait c'est l'esprit d'Emily Brontë qui est dans ce bouquin, quoi. Oui, c'est comme Rimbaud qui écrit Le bateau ivre sans avoir vu la mer. Mais non, mais voilà. En fait, qu'est-ce qu'on se fait chier, tu vois. On a besoin de quoi? 10 mètres carrés, des clopes. Non, je fume plus. Bon, enfin, voilà. Tiens, tu parlais du 10 mètres carrés. Quelle transition vas-tu faire? Eh bien, où lisais-tu ce livre? Eh ben alors, c'est très drôle, parce que je crois que je l'ai lu très vite, et j'ai dû le commencer donc dans ma chambre d'internat, que tu connais, à Janzé, dans le 16e arrondissement. Et j'ai fini ce livre, et alors là, accroche-toi bien. J'ai fini ce livre à Coincy. Coincy, c'était la baraque d'une de nos potes où on était allés pour des vacances de 3-4 jours. J'ai fini ce bouquin-là, allongé dans l'herbe. Je me souviens vraiment de ça, c'est très clair dans mon esprit. Mais donc, tout ça pour réinsister sur le fait que c'était quand même très lié à ce que je vivais à ce moment-là dans ma vie réelle. Une lecture très intense et ramassée. Ouais. Je pense que oui, ça a dû me prendre une semaine grand max. Ok, ah oui. Non, je l'ai, ouais. Et je lecture que tu as reproduite dans l'année, ou tu l'as lu une fois, ça t'a habité, et après tu l'as relu plus tard? Je ne l'ai lu qu'une fois. Par contre, ce que je faisais, et ça c'est peut-être un peu un kink, c'est que ensuite je me suis rendu compte, alors je sais plus trop comment, qu'il y avait tout un tas de traductions différentes du bouquin, et ce que je faisais, trop bizarre, quand j'allais dans les librairies, souvent j'y allais pour acheter X ou X bouquins, et j'allais toujours choper Les Hauts de Hurlevent, et je lisais la dernière page, et en fait je me rappelle très bien de la dernière phrase, et en fait en lisant je voyais si c'était la traduction que j'avais lue ou pas, et dans ma tête j'étais là, ah c'est un peu moins bien, ah ça sonne moins bien, et j'en ai lu, je sais pas, en fait il y a pas mal de traductions je crois. Et à chaque fois, j'ai cette espèce de réflexe dans une librairie d'aller ouvrir Les Hauts de Hurlevent pour voir si c'est une trad qui me va ou pas. Mais d'ailleurs, oui, sur la traduction, j'ai découvert ça, qu'il y avait le premier ou la première, je sais pas parce qu'il s'appelle Frédéric, traducteur ou traductrice, qui a déposé Les Hauts de Hurlevent, et il n'y a pas le droit de reprendre le même titre. Donc, je crois qu'il y a une dizaine de traductions, et c'est c'est les sommets... ah, mais c'est ça Vivant alors, Hurlant, la douille. et tous les trucs comme ça. Ok. Oui, parce que la dernière fois, pareil, j'ai pété un plomb, j'ai vu carrément la couverture du livre, c'était Hurlevent. Ouais. J'étais là, mais arrêtez. Ok, d'accord, excellent. Et c'est comme ça que moi je me suis retrouvé à confondre Les Hauts de Hurlevent et La Horde du Contrevent.
Ah ouais, c'est problématique. C'est Très bien, alors, du problématique. Contrevent également. C'est très bien aussi. Ça n'a rien à voir. Pas le sujet de Et c'est le mot vent, il se passe quelque chose dans ce mot. Hurlevent, moi, il y a quand même une très bonne trouvaille, je trouve, au niveau du... Il est fascinant le titre. Ouais, Hurlevent, Il est c'est dingue. fascinant. Bah, il y a peut-être cette dimension-là, justement, dont tu parlais, un peu. Alors, pas ésotérique, mais presque métaphysique. Il y a un truc divin dans le. Mais complètement, mais c'est le truc, et c'est marrant parce que, en fait, je crois aussi que ce livre m'intriguait quand même, tu vois, j'en entendais parler. Et c'est ce truc du titre qui, en fait, n'a rien à voir. Enfin, toi, si tu sais vaguement que c'est une espèce d'histoire d'amour et de vengeance, Léo Hurlevent, tu vois pas le rapport, tu vois. Et en fait, je trouve ça toujours trop génial de donner un titre hyper générique qui, en fait, est le nom d'un lieu dans lequel se déroulent ces événements terribles. Je trouve ça génial. Ça donne je sais pas, ça donne une ampleur au lieu où tu sens aussi que, et ça, je reviens sur mon truc quand je disais que c'était pas entièrement de leur faute au personnage, c'est qu'il y a aussi, en fait, il y a cet endroit, quoi, cette espèce d'endroit balayé par les vents, cette maison un peu isolée, et il se passe des choses dont personne n'est trop au courant. Et tu vois, je trouve que les personnages sont encore plus des victimes. Ils sont victimes d'eux-mêmes, ils sont victimes des lieux, du vent, de la tempête, de cette ambiance lugubre. C'est ça qui favorise l'identification, selon toi, c'est c'est le fait qu'ils soient pas complètement responsables et qu'ils soient pas complètement incarnés par une volonté très forte, etc. En fait, ils sont comme nous. Enfin, Bah, c'est-à-dire que oui, après, je pense qu'on est quand même souvent responsable, mais il y a un petit pourcentage, je crois, qui n'est pas. Enfin, qui dépend de la ville, de ce que t'as dit ta grand-mère hier. Enfin, tu vois, il y a un truc un peu... En fait, dans ce livre, ce qui est très fort, c'est qu'il y a un enchaînement d'événements, il y a des effets un peu boule de neige, où tu peux pas t'empêcher de te dire que si telle phrase n'avait pas été dite à tel moment, là, il aurait ouvert la porte un peu plus tard, et ce serait allé bien, tu vois. oui, mais c'est pour ça, quand je disais la dimension pas responsable, on est responsable de sa cruauté, mais pas responsable de ce qu'il a provoqué. Oui, exactement. J'aurais pas mieux dit. Au niveau du dispositif du bouquin, c'est un bouquin qui se construit autour de plusieurs récits enchâssés. Ouais. Est-ce que selon toi, c'est quelque chose qui a aidé à la lecture, le fait que, en fait, on a l'impression qu'il y a presque comme un enchaînement de narration. On a cette histoire de quelqu'un qui a eu cette histoire, de quelqu'un qui a eu cette histoire, et en fait, on est un peu le bout du chaînon, ou c'est plutôt un truc qui a été, qui te mettait à distance. Alors, au début, ça m'a fait chier parce que j'ai senti très vite dans les premières pages que ce que j'étais en train de lire était complètement secondaire. Tu vois, je savais que le narrateur que je lisais à ce moment-là, qui est, je sais plus, je crois que c'est un notaire, mais je dis peut-être une énorme connerie. Mais bon, en fait, je sentais que c'était pas du tout lui le personnage principal, que en plus c'était même pas la même époque. Donc au début, j'ai mis un peu de temps à rentrer dans le bouquin parce que ça me faisait complètement chier. Et puis en fait, évidemment, bon, je passe les détails, mais t'es pris en fait dans cette espèce dans ces récits enchâssés, dans ces boucles de boucles de boucles. Et à la fin du livre, en fait, j'ai trouvé ce procédé génial parce que il y a cette idée. En fait, tous les personnages sont partie prenante du récit, même s'ils n'ont pas forcément vécu à la même époque, et ils parlent tous de quelque chose avec leur point de vue et leur ressenti. Et ces histoires, en fait, cette histoire d'amour si intime, a marqué tout le monde dans sa chair. En fait, tout ce qui était autour. Et ça, je trouve ça très fort aussi. D'avoir réussi à montrer, en fait, formellement, ce que ça pouvait faire, en fait, un amour raté entre deux personnes, à quel point les répercussions peuvent aussi aller toucher tout le reste. Oui, une dimension presque mythologique, en fait. C'est Mais le vraiment. récit qu'on se passe. Ouais. Et ça, ça, je trouve que ouais, les récits enchâssés mettent bien en lumière ça. Le livre, au moment où tu l'as lu, a répondu à un certain nombre d'attentes en fait, que tu avais vis-à-vis de la vie. Enfin, c'est-à-dire, c'était un truc où... Oui, complètement. Voilà. À la suite de cette lecture-là, quel était ton état d'esprit, le regard que tu portais là-dessus? Est-ce qu'il avait été simplement confirmé ou est-ce qu'il avait été renouvelé, changé? Non, ça a confirmé un truc. C'est comme ce que je te disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, ça a justifié. Ça a justifié mon état, ça a justifié ce que je projetais dans ma vie de jeune adulte, ce que je voulais vivre, la grandeur des sentiments que j'ai toujours voulu vivre. Ça, c'est venu justifier tout ça. Et en fait, c'était une pierre de plus à cet édifice de ma vie grandiose, ma vie mythologique. Enfin, tu vois, c'était... Ouais, c'est vraiment venu compléter ça. Ça m'a pas fait prendre un virage, tu vois, à 180, quoi. En fait, c'est presque comme s'il y avait une évidence de la lecture. Tu étais tellement dans cet état-là dans ta vie. Comment tu l'as lu? Bah, t'as dit, bah, évidemment, oui. Ouais. Je pouvais pas le lire à un autre moment, quoi. En fait, oui, c'est pas un livre qui est venu s'opposer à toutes mes certitudes. C'est un livre qui est vraiment... Ça m'a juste fait monter un cran plus haut dans ce que, en fait, je pensais.
Et c'est très satisfaisant de parfois, tu sais, de tomber sur un truc où t'es là, ben je suis d'accord. Voilà, c'est ça que ça m'a fait. Génial, on va bientôt pouvoir passer à l'extrait Super. choisi. Est-ce que tu peux nous présenter rapidement cet extrait ? Alors, cet extrait se situe dans la première partie du livre parce que, en fait, il y en a deux, parce qu'il y a deux générations. Donc là, c'est la première génération, et c'est dans cette première génération qu'il y a cet amour raté. Enfin, c'est là qu'il prend sa source. C'est drôle parce que, en fait, j'ai relu cet extrait juste avant l'émission, et je me suis rendu compte d'un truc trop drôle, mais du coup, je vais y aller cash. C'est que je crois que je l'avais pas bien compris quand je l'ai lu la première fois, et que j'étais restée avec cette idée fausse. Et je crois que je vais rester encore avec parce que je l'aime vachement. En fait, c'est le personnage de Catherine qui a accepté la demande en mariage. Comment s'appelle-t-il ? Linton, je crois, d'un ami de la famille qui est bien né, qui est bien pour elle. Elle a accepté sa demande en mariage, mais en parallèle, elle a des sentiments pour Heathcliff. Et elle se confie à la bonne qui s'appelle Nelly. Et elle lui demande est-ce que tu penses que j'ai fait le bon choix en disant oui à Linton parce que Heathcliff, quoi. Et Nelly, qui est pas con et qui les connaît depuis qu'ils sont tout petits, a bien vu qu'il y a un lien très fort qui unit Catherine et Heathcliff. Et donc elle essaie un peu de lui faire cracher qu'en fait qu'elle est amoureuse de l'autre. Et moi, ce que j'ai lu à l'époque, j'ai lu qu'en fait Catherine expliquait à Nelly pourquoi elle n'aimait pas Heathcliff. Et qu'en fait, en lui expliquant pourquoi elle ne l'aimait pas, c'était criant qu'elle était folle de lui. Mais là, du coup, en relisant l'extrait, j'ai vu que c'était pas exactement ça. Et donc, je peux pas cacher que je suis un petit peu déçue parce que je trouvais ça très beau d'essayer d'expliquer à quelqu'un pourquoi t'aimes pas la personne en disant mais non, je l'aime pas, je l'aime. Tu vois, c'est vraiment un truc. Ce qu'elle dit, cette phrase, elle dit mais non, je suis Heathcliff. Et j'étais là, bah oui, d'accord, bon, il y a un problème, quoi. Mais malheureusement, c'est pas exactement ça, là, en le relisant. Mais on peut le voir comme ça quand même. Moi, j'aime bien le voir comme ça parce que je trouve ça très beau. En fait, elle se convainc elle-même que c'est pas le cas et elle fait l'erreur de sa vie, en fait. C'est hyper intéressant d'avoir une mauvaise lecture. Moi, c'est toujours quelque chose qui m'a beaucoup intrigué. Le fait de mal lire et de comprendre quelque chose, ce serait comme mal interpréter quelque chose. Enfin, c'est pas un problème en soi. Surtout que tu as dit, tu l'as lu qu'une fois et le maximum d'effets qui pouvait être produit par ce bouquin-là, en fait, il a été produit à ce moment-là. Donc, avec cette mauvaise lecture. Mais au final, ça n'est pas grave. Et justement, en fait, peut-être que tu aurais même si tu avais bien compris à l'époque, souvent, même parfois, le souvenir retravaille la chose. Si on arrive déjà avec une idée en tête sur un passage, en fait, on va mal le comprendre de toute façon, quoi. Si c'est pas explicite, et en plus, la littérature, ce genre de littérature-là sont très implicites, très subtiles, c'est un peu normal de se planter parfois, quoi. Ouais. Et la dimension de malentendu, en fait, elle est au cœur de l'extrait, parce que c'est... Enfin, je sais pas si tu l'as dit, mais il y a Heathcliff qui est caché. Voilà, et en plus, il y a Heathcliff qui est caché, chose dont je ne me rappelais pas, effectivement. Parce que justement, moi, j'étais bloquée sur ce truc de la fille qui fait sa déclaration, et qui dit une chose et son contraire... Enfin, je trouvais ça très fort de se mentir à soi-même à ce point. Et de pas s'empêcher de le révéler dès lors qu'il... Et de le révéler quand même, en fait. Je trouve ça très beau, c'est un personnage qui confie son amour sans se rendre compte qu'il est en train de confier un amour à quelqu'un, à une tierce personne qui a rien à voir. Mais bon. Eh ben, on laissera aux auditeurs le choix d'interpréter comme ils veulent, puisque nous allons maintenant passer à la lecture. J'entrai dans la cuisine et m'assis pour endormir doucement mon petit agneau. Heathcliff, croyais-je, était allé dans la grange. Je compris plus tard qu'il avait simplement passé derrière le banc à haut dossier. Il s'était jeté sur une banquette le long du mur, loin du feu, et y demeurait silencieux. Je berçais Arton sur mes genoux en fredonnant une chanson qui commençait ainsi. Sous le plancher, les souris entendaient, en pleine nuit, les bébés qui pleuraient. Quand Miss Cathy, qui, de sa chambre, avait écouté l'altercation, passa la tête et murmura « Êtes-vous seule, Nelly ?»« Oui, Miss, répondis-je. Puis elle me tourne en Parfaitement raison. Soulage. Et maintenant, voyons pourquoi Aujourd'hui, vous êtes malheureux. Edgar Linton m'a demandé si je voulais Vous avez Quelle accepté. question? Et puis, il ne sera pas Si vous toujours... parlez ainsi, je vous dirai plus rien. Comment vous l'aimez? Nelly, voulez-vous garder un secret? Elle se rassit près de moi. Sa figure devint plus triste et plus grave, ses mains jointes tremblaient. Nelly, ne faites-vous jamais de rêves singuliers? Dit-elle tout à coup après quelques minutes de réflexion. Si, de temps à autre. Et moi aussi.
J'ai fait dans ma vie des rêves dont le souvenir ne m'a plus jamais quitté et qui ont changé mes idées. Ils se sont infiltrés en moi, comme le vin dans l'eau, et ont altéré la couleur de mon esprit. En voici un. Je vais vous le raconter, mais ayez soin de ne sourire à aucun de ces détails. Oh, ne dites rien, Miss Catherine, m'écriai-je. Notre vie est déjà assez lugubre sans que nous allions évoquer des fantômes et des visions pour nous troubler. Allons, allons, soyez gais, soyez vous-même. Regardez le petit Harton, il ne rêve à rien de sinistre, lui. Il sourit gentiment dans son sommeil. Oui, et comme son père juge gentiment dans sa solitude. Vous vous souvenez de lui certainement, quand il était tout pareil à ce petit être joufflu, presque aussi jeune et aussi innocent. Mais Nelly, je vous obligerai d'écouter. Ce n'est pas long, et je suis incapable d'être gaie ce soir. Je ne veux pas entendre, répétai-je vivement. J'étais superstitieuse aux rêves en ce temps-là, et je le suis encore. Puis Catherine avait un air qui ne lui était pas habituel, et qui me faisait craindre quelque chose où je verrais une prophétie, où je trouverais l'annonce d'une terrible catastrophe. Elle fut vexée mais ne continua pas. Elle eut l'air d'aborder un autre sujet, puis bientôt après recommença. Si j'étais au ciel, Nelly, je serais bien misérable. Parce que vous n'êtes pas digne d'y aller, répondis-je. Tous les pécheurs seraient misérables au ciel. Mais ce n'est pas pour cela. J'ai rêvé une fois que j'y étais. Je vous ai dit que je ne voulais pas écouter vos rêves, Miss Catherine. Je vais aller me coucher, protestai-je en l'interrompant de nouveau. Elle se mit à rire et me força de rester assise, car j'avais fait un mouvement pour quitter ma chaise. Celui-ci est moins que rien, s'écria-t-elle. J'allais seulement dire que le ciel ne m'avait pas paru être ma vraie demeure. Je me brisais le cœur à pleurer pour retourner sur la terre, et les anges étaient si fâchés qu'ils me précipitèrent au milieu de la lande, sur le sommet des hauts de Hurlevent, où je me réveillais en sanglotant de joie. Voilà qui vous expliquera mon secret aussi bien qu'aurait fait mon autre rêve. Ce n'est pas plus mon affaire d'épouser Edgar Linton que d'être au ciel, et si l'individu pervers qui est ici n'avait pas ainsi dégradé Heathcliff, je n'y aurais jamais songé. Ce serait me dégrader moi-même, maintenant, que d'épouser Heathcliff. Aussi, ne sera-t-il jamais comme je l'aime. Et cela, non pas parce qu'il est beau, Nelly, mais parce qu'il est plus moi-même que je ne le suis. De quoi soient faites nos âmes, la sienne et la mienne sont pareilles, et celle de Linton est aussi différente des nôtres qu'un rayon de lune d'un éclair ou que la gelée du feu. Avant qu'elle eût terminé ce discours, je m'étais convaincue de la présence de Heathcliff. Ayant remarqué un léger mouvement, je tournai la tête et le vis se lever de la banquette, puis se glisser dehors, sans bruit. Il avait écouté jusqu'au moment où il avait entendu Catherine dire qu'elle se dégraderait en l'épousant, et n'était pas resté pour en entendre davantage. Le dossier du grand banc empêcha ma compagne, assise par terre, de remarquer sa présence et son départ, mais je tressaillis et lui fis « Chut !» demanda-t-elle en regardant nerveusement autour d'elle. « Joseph est là, répondis-je. J'avais saisi à point nommé le roulement de sa charrette sur la route. Heathcliff va rentrer chez lui. Je me demande s'il ne serait pas à la porte. Il n'aurait pas pu m'entendre de la porte. Donnez-moi Harton tandis que vous préparez le repas et quand ce sera prêt, invitez-moi à souper avec vous. J'ai besoin de tromper ma conscience troublée et de me persuader que Heathcliff n'a aucune idée de tout ça. Il en a aucune, n'est-ce pas? Il ne sait pas ce que c'est que d'être amoureux. Je ne vois pas de raison pour qu'il ne le sache pas aussi bien que vous. Et si c'est vous qui l'a choisi, il sera l'être le plus infortuné qui soit jamais venu au monde. Du jour que vous deviendrez Mrs. Linton, il perdra amitié, amour, tout. Avez-vous songé à la manière dont vous supporterez la séparation et dont lui supportera d'être tout à fait abandonné sur cette terre? Parce que Miss Lui, Catherine... tout à fait abandonné? Nous séparer? s'écria-t-elle avec Qui indignation. nous séparerait, je vous prie? Celui-là aurait le sort de Milon de Croton. Aussi longtemps que je vivrai à Hélène, aucun mortel n'y parviendra. Tous les Linton de la terre pourraient être anéantis avant que je consente à abandonner Heathcliff. Oh, ce n'est pas ce que j'entends, ce n'est pas ce que je veux dire. Je ne voudrais pas devenir Mrs. Linton à ce prix-là. Il sera pour moi tout ce qu'il a toujours été. Edgar devra se défaire de son antipathie et le tolérer tout au moins. Il le fera quand il connaîtra mes vrais sentiments pour Heathcliff. Nelly, je le vois maintenant, vous me considérez comme une misérable égoïste. Mais n'avez-vous jamais eu la pensée que si Heathcliff et moi nous marions, nous serions des mendiants? Tandis que si j'épouse Linton, je puis aider Heathcliff à se relever et le soustraire au pouvoir de mon frère. Avec l'argent de votre mari, Miss Catherine, vous ne le trouverez pas aussi souple que vous y comptez. Bien que ce ne soit guère à moi d'en juger, il me semble que c'est le plus mauvais motif que vous ayez encore allégué pour devenir la femme du jeune Linton. Pas du tout, c'est le meilleur. Les autres n'intéresseraient que la satisfaction de mes caprices, et aussi celle d'Edgar. Mais celui-là intéresse quelqu'un qui réunit en sa personne tout ce que je ressens pour Edgar et pour moi-même. C'est une chose que je ne puis exprimer. Mais sûrement vous avez, comme tout le monde, une vague idée qu'il doit y avoir en dehors de vous une existence qui est encore vôtre. À quoi servirait que j'eusse été créée si j'étais tout entière contenue dans ce que vous voyez ici? Mes grandes souffrances dans ce monde ont été les souffrances de Heathcliff. Je les ai toutes guettées et ressenties dès leur origine. Ma grande raison de vivre, c'est lui. Si tout le reste périssait et que lui demeura, je continuerais d'exister. Mais si tout le reste demeurait et que lui fut anéanti,
L'univers me deviendrait complètement étranger. Je n'aurais plus l'air d'en faire partie. Mon amour pour Linton est comme le feuillage dans les bois. Le temps le transformera, je le sais bien, comme l'hiver transforme les arbres. Mon amour pour Heathcliff ressemble aux rochers immuables qui sont en dessous. Source de peu de joie apparente, mais nécessité. Nelly, je suis Heathcliff. Il est toujours dans mon esprit. Non comme un plaisir, pas plus que je ne suis toujours un plaisir pour moi-même, mais comme mon propre être. Ainsi ne parlez plus de notre séparation. Elle est impossible et... Elle s'arrêta et se cacha le visage dans les plis de ma robe. Mais je la repoussai violemment. Sa folie avait mis ma patience à bout. Pourquoi cet extrait qui est pourtant l'extrait canonique? Alors ça c'est très drôle parce que encore une fois c'est vraiment un total hasard. J'ai quand même mon extrait préféré et quand même le truc le plus commenté. Mais en fait là en le relisant je me dis c'est pas pour rien. Il se passe vraiment quelque chose à ce moment-là. C'est quand même une très belle déclaration d'amour. Et enfin c'est de dire je suis Heathcliff, il est avec moi tout le temps, il est toujours dans mes pensées. Le monde, c'est ce truc qui m'avait, c'est ça aussi où moi, j'ai déjà eu, dans des états amoureux très forts, j'ai cette pensée parfois terrible de me dire j'en ai rien à foutre que tout le monde meure tant que la personne que j'aime est avec moi. Et je me sentais toujours très coupable de penser ça, parce que c'est terrible et qu'en vrai, je le veux pas vraiment. Si ça arrivait, je serais anéantie. Mais je me dis toujours, dans ces moments, que au moins la personne que j'aime, si elle était vivante avec moi, saurait me réconforter des autres malheurs. Alors que si c'est l'inverse, si c'était elle qui mourait, personne ne pourrait jamais apaiser ma douleur. Et là, elle dit ça exactement, Catherine, tout en allant se marier avec un autre type. Elle fait cette distinction entre l'amour et le mariage, sans savoir en fait ce qu'elle dit, parce que là, elle est en train de signer son arrêt de mort. Mais je trouve que ce passage est bouleversant pour ça. En fait, c'est une vraie déclaration d'amour. Ça va très loin, en fait, ça va très très loin. Dans la violence aussi du sentiment amoureux. Alors moi, d'un point de vue plus reculé, n'ayant pas lu le livre en voyant cette scène-là, j'avais vu un peu dans les recherches que Emily Brontë, elle avait une certaine culture classique de la tragédie, etc., qu'on avait largement découvert. Et c'est vrai que dans le dispositif très précis qu'elle œuvre là, il y a une ironie dramatique qui est totale, parce que nous, dès le début, on sait qu'il y a Heathcliff qui est juste derrière. Mais là où je trouve que justement on retrouve cette cruauté, mais en même temps cette humanité dont on parlait plus tôt, c'est que en fait Nelly, elle sait qu'il est là, elle sait même qu'il est parti avant la fin de la déclaration. Ouais, et parce qu'elle elle dit rien. Elle sait qu'il va être blessé d'entendre, parce qu'elle entend Catherine dire un truc odieux et elle tourne la tête à ce moment-là et elle le voit partir. Mais elle dit rien. Elle Non. dit rien ni à l'un ni à l'autre. Alors je sais pas si plus tard Nelly dit à Heathcliff que la déclaration était plus longue ou quoi. Mais je trouve que du coup, il y a cette dimension-là tragique, où cette fois-ci, la fatalité, elle n'est pas due à des dieux, elle est due à des hommes, et en particulier une femme qui décide de ne pas dire, d'une part, que l'autre est là, d'autre part, que la déclaration était plus longue. Et en fait, elle est un peu la dépositaire de tout le tragique qui va suivre jusqu'à plusieurs générations, quoi. C'est vrai, c'est très vrai. Bah, tu vois, sur le coup, je m'en étais pas rendu compte, mais ça rejoint là, ce qu'on se disait en première partie d'émission, que dans cette histoire qui peut sembler si intime, tout le monde est acteur, en fait. Et que là, effectivement, Nelly, elle commet une faute, même si, tu vois, là, je me remets en situation, je sais pas comment vraiment elle aurait pu dire Heathcliff est là. De toute façon, Catherine n'aurait jamais parlé comme ça si elle avait su que Heathcliff était là, en bien comme en mal, hein, d'ailleurs. Parce qu'elle aurait pas non plus déclaré son amour. Oui, c'est pour ça, du coup, il y a une vraie fatalité comme un Ouais. dispositif. Enfin, Ouais. c'est pareil que Deep, c'est pareil que tout ça, sauf que là où les dieux dans les tragédies antiques peuvent se dire je le fais pas pour X ou X raison, là on voit un être humain qui aurait pu faire quelque chose qu'il fait pas, et c'est de là que vient tout le drame en fait. Et je trouve que c'est assez fort et que ça vient très spécifiquement du dispositif qui est mis en place avec ce truc-là, une scène qui est très intime mais en fait qui prend une dimension tragique juste parce qu'il y a quelqu'un qui est planqué et qui part trop tôt. Et qui part trop tôt et qu'un autre personnage est au courant de ça. C'est vrai. Tu vois, ça pour le coup, c'est un truc dont je m'étais pas du tout rendu compte à la première lecture. Et en même Mais, temps, c'est ça qui fait, je pense, c'est en ça que je trouve
enfin que je trouve que ces bouquins-là sont pas écrits pour rien et qu'ils n'ont pas été écrits par n'importe qui non plus, c'est que même si t'en as pas conscience, tu le ressens en fait. Il y a une tension dramatique qui est folle et toutes les implications qui vont venir derrière, et ben en fait elles prennent. Exactement, elles c'est là prennent que c'est fort. racine. En fait, t'as aucune idée de à quoi c'est dû quand tu le lis la première fois, mais si tu ressens quelque chose, c'est pas pour rien, quoi. Ouais. Il y a quelqu'un qui a réfléchi un moment. Mais du coup, alors effectivement c'est de la traduction, même si c'est une très bonne traduction en tout cas que tu apprécies beaucoup. Ouais. Qu'est-ce qui selon toi fait la force de l'écriture d'Emily Brontë? Ah, tu vois, ça, j'aurais du mal à répondre. Parce que là, tu vois, j'ai pas bossé la question. Mais par écriture, j'entends pas forcément le style. Ouais. Ça peut être. Je pense que là, en relisant le truc à l'instant, un truc qui marche très bien pour moi, c'est cette efficacité dans les dialogues. Là, je trouve qu'elle a un truc de très. Enfin, vraiment, on y est, quoi. Je trouve que les dialogues sont pas. Je sais pas, parfois dans le. Ça me le faisait beaucoup en littérature française, dans la littérature du 19e. Parfois, j'avais l'impression que les dialogues pouvaient tout à fait ne pas être là. Enfin, ils apportent rien. Enfin, en fait, de mon point de vue, ils apportaient rien à l'histoire parce que c'est des dialogues que je trouvais toujours un petit peu désuets où je me disais, bon, moi, j'aurais clairement genre jamais dit ça. Mais là, il y a un truc d'extrêmement moderne dans les dialogues et franchement, c'est presque. Il y a un truc. Ça pourrait tenir. La scène pourrait tenir que comme ça, en fait. Il y a quelques descriptions, mais elles sont pas. Là, tout passe par la parole et je trouve ça assez fort. Et il y a beaucoup de dialogues dans ce livre. C'est pas du tout un bouquin qui. Alors que ça pourrait être très descriptif aussi. Tu vois. Et je trouve que c'est un livre qui affronte vraiment. Enfin, les personnages s'affrontent constamment en discutant, en réglant des conflits, en se confiant des choses. Et ça, ouais. Et c'est peut-être ça qui provoque aussi l'identification dans la mesure où. Enfin. On est rarement très descriptif dans la vie. Tout à fait. Au mieux, on est contemplatif, mais dans ces cas-là, on se met pas forcément ça en tête, on le verbalise pas. Par contre, on parle énormément, en fait. Ouais, c'est vrai. Donc, je trouve que la force de la parole est vraiment mise en valeur dans ce livre. Cet extrait, il est très long, et en même temps, il y a une espèce de... Enfin, on est pris, on est en haleine, quoi. Ouais. On n'a pas l'impression que c'est long, parce que... ce qu'on disait avec le dispositif, très tôt, on est dedans, nous, on est impliqués en fait, parce enfin voilà, c'est tout le jeu de l'ironie dramatique, mais on sait quelque chose que le personnage ne sait pas. Et en plus, elle-même apporte quelque chose de son côté qui est extrêmement fort. C'est ça. En fait, il y a plusieurs trucs. Il y a la présence d'Heathcliff, et puis il y a ensuite ce que raconte Catherine, qui est quand même en deux temps, c'est qu'elle commence d'abord à nous parler de Linton. Et en fait, c'est ça que je trouve ça fou, c'est qu'elle demande des conseils pour ensuite pouvoir elle-même justifier son choix quand elle se rend compte que Nelly essaie de lui ouvrir les yeux, en quelque sorte, au début. Et donc, en fait, elle est vraiment en train de s'auto-convaincre pour ensuite, en fait, nous dire que finalement, celui qu'elle aime vraiment, c'est Heathcliff. Enfin, il y a vraiment deux temps. Et on sent dès le début que ce qu'elle veut, que c'est pas de Linton qu'elle veut parler. On se doute bien qu'elle va aller vers autre chose. Et on attend un peu ça, quoi. Et donc, je trouve que, il tient. C'est vachement bien foutu en termes de construction. Et puis même, il y a ce feu-là où en fait elle pourrait passer pour quelqu'un d'assez bassement superficiel, devenir une grande dame, machin, même si Nelly renvoie tout ça d'un revers de main. Et en fait, progressivement, elle prend une épaisseur, une intimité, une profondeur qui est... Mais d'ailleurs, ouais, c'est marrant que tu parles de superficialité, parce que moi, pour le coup, je l'ai pas lu comme ça. Je vois plus le truc de... En fait, je vois une sorte de pragmatisme. En mode, ok, en fait, là, concrètement, j'ai pas d'autre choix que d'épouser le mec qui est bien pour moi. Mais à côté, c'est Heathcliff, quoi. Et est-ce que tu crois que c'est ok? Est-ce que je peux gérer ma vie comme ça? Moi, je vois plus ça. J'ai pas l'impression que c'est la fille qui fantasme sur une vie fastueuse, tu vois. Oui, mais elle dit quand même qu'il a plus suffisamment d'éducation pour la rejoindre, en fait. Elle dit que c'est à cause de son frère ou de son père. Ouais, mais personne la force quand même. Il y a un peu un truc. Elle sent qu'il faut faire ça pour contenter tout le monde et apaiser les tensions, parce que aussi, ce que j'ai pas dit, voilà, c'est qu'en fait, il y a déjà des conflits entre les personnages. Le frère déteste Heathcliff. Bon, voilà. Donc elle a un espèce de truc. Bon, comment régler tout ça? Et ouais, je trouve qu'elle est plutôt en train de réfléchir en termes de pragmatisme, de comment faire pour que tout aille mieux. Et en fait, elle fait le pire choix. Et c'est ça aussi qui est beau, c'est que c'est ce truc du choix de la raison qui là est vraiment le mauvais choix. Et moi, ça m'a fait trop de bien de lire ça. Que parfois, en fait, non, faut pas écouter ses parents. C'est exactement ça. Non, mais faut pas faire le choix raisonnable, parce qu'en fait, les conséquences psychologiques sont terribles. Ou plutôt même, l'aléatoire de l'existence fait qu'il y a tout autant de chances de rater en faisant le choix de la raison que de rater en faisant le choix du sentiment, quoi. Il parle bien, c'est ça. J'aurais pas pu le dire, mais c'est ça.
Ce livre a eu un très très grand succès. Il a été traduit énormément de fois, mais il a aussi été adapté. Est-ce que tu as vu d'autres formes du livre? Est-ce que tu as vu un des films ou autre? Parce qu'il y a même des films qui se sont inspirés du livre en le réécrivant. Alors, pour être tout à fait honnête, j'ai très très peur de voir le film. Enfin, les films, il y en a plein. J'en ai vu un, mais qui était très vieux. Je sais même plus de qui d'ailleurs. Mais c'était un vieux film qui était très décevant d'ailleurs, qui ne traitait que de la première partie. Donc pareil, je trouve qu'en fait tu passes à côté d'un des gros intérêts de l'œuvre, à savoir cette espèce en fait, le côté malédiction qui se déroule de génération en génération. Pour un détail, pour un non-dit, tu vois. Donc ça, déjà, de passer à côté de ça, je trouve que c'est très problématique. Et ensuite, le film m'a pas trop plu, mais en même temps, j'avais pas mis beaucoup d'espoir dedans. J'ai vu qu'il y en avait des plus récents, j'ai hyper peur de les regarder, honnêtement. Et surtout que je m'étais quand même pas mal renseignée, et pour l'instant, je crois pas qu'il y en ait un qui soit transcendant. Les critiques sont assez dégueu, et j'ai peur. Donc je préfère rester avec le film que je me suis fait dans ma tête. En revanche, j'ai beaucoup écouté la chanson de Kate Bush, Wuthering Heights. Et ça, voilà, super. Et d'ailleurs, j'en parlais, je sais pas, il y a un mois avec ma sœur qui écoute à fond cette chanson, qui n'avait pas du tout compris que Wuthering Heights voulait dire les hauts de Hurlevent et que pendant le refrain, elle criait Heathcliff. Voilà, donc c'est marrant. Mais donc ça, j'adore. Mais sinon, le reste, les petits goodies, les petits films, les petits produits dérivés, très peu pour moi. J'ai trop peur en fait. Non, mais du coup, enfin, c'est assez intéressant parce que souvent les bouquins ils font pas leur travail d'adaptation. Ils mettent des images sur quelque chose, c'est souvent assez plat, etc. Enfin, il n'y a pas encore eu ton Martin Eden Au de Hurlevent. Mais du coup, c'est intéressant parce que la chanson, elle est obligée de passer par autre chose, quoi. Elle est obligée d'essentialiser une partie, un sentiment. Donc, il y a un vrai travail d'adaptation C'est vrai. et de Ouais. prise de risque. Ouais. Et qui m'a plu, que je trouve finalement pas. En tout cas, assez fidèle à un certain esprit de livre. Alors, on va donc pouvoir passer à la dernière partie de l'émission. Mais passons à la dernière partie de l'émission. On va pouvoir lever les yeux de notre livre. À qui est-ce que tu conseillerais cette lecture et à quel âge? Alors, je pense qu'il vaut mieux lire ce livre. Je le conseillerais pas à un lycéen. Parce que. En fait, ce que je dirais, en fait, il faut lire ce livre en étant soit très amoureux ou en ayant vécu une relation très forte. Je pense qu'il y a besoin de... Et ça va complètement en fait à l'encontre de Émilie Brontë, parce que je sais même pas si elle était traversée par un sentiment amoureux à ce moment-là. Mais je crois que je le conseillerais comme ça. Donc ça dépend de... Tu vois, j'en sais rien. Après, si t'as 8 ans et que t'as été très amoureux, tu peux lire Les Hauts de Hurlevent. Peut-être pas, mais peut-être... Je sais pas, si, il y en a... À 12 ans, tu peux être très éveillé, tu peux lire Les Hauts de Hurlevent, mais c'est peut-être... Non mais franchement, je trouve que c'est une Je lecture pense qu'il faut post-bac. attendre d'avoir 16 printemps, tout de même. Non mais c'est un truc post-bac, ouais. À le mettre dans les choix, PB. Ouais, puis c'est un bon... Je sais pas, c'est une bonne mise en garde aussi, ou... Enfin, moi, ça a pas marché comme ça, j'ai eu envie de copier le truc, mais... Non, mais au C'est moins, une tu bonne pouvais pas leçon dire de que vie. t'avais pas été prévenu, quoi. Et voilà, je pourrais pas dire que je savais pas. Je pourrais pas dire c'est pas moi. Ah. Voilà, Ah, je t'avais prévenu. Eh Ouais. bien, il y a une question canonique. Quel mot qualifie ton rapport à l'œuvre, Marie? Obsessionnel. Est-ce que tu pourrais étayer pourquoi? Déjà, je pense que c'est le mot qui qualifie beaucoup de mon rapport à des œuvres que j'aime. Et bah parce que je suis devenue tarée avec ce truc. Je ne pensais qu'à ça. Et puis surtout, ce qui s'est passé quand j'ai refermé le bouquin, c'est que dans les, je sais pas, le mois qui a suivi, un truc comme ça, je ne pouvais rien lire d'autre. Ou rien ne me semblait digne d'intérêt. Voilà, j'étais bloquée sur Les Hauts de Hurlevent. Et pour toutes les raisons que j'ai déjà évoquées précédemment. Mais donc ouais, j'ai vraiment eu un rapport très... il y avait plus que ça, quoi. Je pensais qu'à ça. Je relisais quelques passages aussi. Enfin, j'ai eu un... En fait, les choses qui n'étaient pas Les Hauts de Hurlevent me semblaient pas dignes d'intérêt. Donc voilà. Ça s'est calmé, après ça a duré un mois. Mais c'est très obsessionnel comme rapport. Alors, quelles sont les deux couleurs que tu associes à cette lecture, à cette relation obsessionnelle? Alors ça, j'ai travaillé la question, mais... Attends, faut que je me rappelle de mes... Ah si. Alors oui, classique, j'ai mis le pourpre.
un truc un peu... C'est pas la couleur de l'amour, ça? Ouais, tu sais, parce que c'est la couleur de la passion et des sentiments forts et de la violence. Ouais, en vrai, c'est ça. Aussi parce que dans le pourpre, il y a, je sais pas, moi, tu sais, je vois du velours un peu. J'ai associé du velours et il y a quand même ça, parce qu'il n'y a pas que de la violence. Il y a aussi, il y a des gens qui s'aiment. Et c'est juste parce que cet amour n'est pas résolu et n'arrive pas à éclore que ça devient violent. Mais à la base, il y a quand même quelque chose de... Il y a des gens qui caressent des agneaux. Ouais, bah... il est bête. Bon, alors j'ai mis pourpre. Et puis pour le sang, gna gna gna, mon classique. Et après j'ai mis le blanc. Et ça, c'est complètement enfin, le fruit de mon imagination. Parce que je crois que c'est même pas vraiment le cas dans le livre. Mais j'imagine toujours les paysages de Hurlevent balayés par la neige et enneigés. Alors que je crois que c'est pas vraiment le cas. C'est plutôt c'est du vent. Mais comme il y a cette espèce d'idée de maison isolée et on a... En fait, on n'a aucun écho de l'alentour. Enfin, on est tout le temps avec eux, ça rentre, ça sort, mais il y a un peu rien autour. Et ça, c'est quelque chose d'assez presque surnaturel. Et donc, je trouve que le blanc de la neige collait bien à ça. Et aussi parce que tu vois, le silence blanc, le silence de la neige, ça calfeutre un peu tout. Et franchement, il y a cette impression dans le bouquin. Je pourrais pas trop en dire plus, mais là, pour le coup, c'est vraiment une couleur... je crois que j'ai inventé, hein, parce que... Eh bien, passons à la toute dernière question. Ouais. Quelle est ta lecture du moment, Marie? Eh ben, ma lecture du moment, c'est toi qui me l'as conseillé. Et c'est Bégodeau, La blessure, la vraie. Donc, en faisant quelques recherches, d'ailleurs, j'ai compris que c'était que le film de Keshish, Make to My Love, était adapté de ce bouquin. Et c'est très satisfaisant. Je dois dire que c'est une lecture qui est très plaisante parce que c'est franchement bien écrit, c'est très ironique. Puis c'est des passages qu'on a tous vécus. C'est le passage de l'adolescence à l'âge adulte qui passe principalement par le dépucelage. Enfin, en tout cas, là, c'est le problème. C'est la problématique du personnage. Après, juste là, si je devais faire une petite critique, c'est... je viens de finir aussi Nos enfants après eux de Nicolas Mathieu. Leurs enfants après eux, excusez-moi. Je l'ai entendu, je me suis entendue. Et j'ai trouvé que... je sais pas pourquoi, je trouve que Nicolas Mathieu a quelque chose de plus... je sais pas, humble. Enfin, en tout cas, je trouve que Bégodeau est un peu trop centré autour de son petit nombril et que on a déjà un peu lu ça, dans le sens où il parle de ses problèmes à lui en tant que garçon de 13 ans, mais moi parfois j'aimerais bien aussi avoir le contre-champ, quoi. Parce que j'aime pas trop ces bouquins où en fait on a l'impression que tous les gens sont un peu des connards et que lui, il est intelligent au milieu de tout ça, à pas réussir à coucher avec une fille. Alors que dans le bouquin de Nicolas Mathieu, comme il y a tous les points de vue, il y a un côté un peu plus... En fait, on sent que c'est le bordel pour tout le monde. Et du coup, je trouve que les actions se justifient mieux. Alors que là, on a l'impression que c'est le bordel dans sa tête, mais que c'est facile pour les autres. Ce qui n'est jamais le cas. Mais après, c'est le dispositif du bouquin. Oui, puis est-ce que quand on n'est pas un ado, on a l'impression que tout le monde est contre nous, mais que... Voilà, et ça va, tout à fait, ça va tout à fait avec ce truc-là. Mais en fait, et d'ailleurs, j'aurais sans doute pas dit ça si j'avais pas lu Leurs enfants après eux. C'est aussi parce que finalement, je trouvais que c'était pas mal comme processus et que j'ai l'impression d'avoir beaucoup lu des trucs comme ça en première personne, même si Bégodeau le fait très bien. Et que je passe un très bon moment. Pour avoir fini les deux avec un peu plus d'espace, le souvenir est pas le même quand même. Ouais. Leurs enfants après eux, c'est qu'il y a quand même... Enfin, il y a plusieurs années d'écart entre chaque truc. Il y a vraiment ce côté, un peu l'atavisme dont tu parlais avec Émilie Brontë. Là, avec Bégodeau, c'est quand même un truc beaucoup plus incarné. C'est un été, c'est une semaine. C'est vrai, il y a quelque chose de plus incarné pour le coup. Voilà. Exact. Et bien voilà qui clôt cette émission. Ouais. Est-ce que je peux juste faire. Est-ce que je peux juste lire la dernière phrase du livre? Ce qui est une des pires choses dans... Ouais, c'est interdit, je sais. Mais on est à la toute fin de l'émission. De toute façon, les gens sont partis au moment où tu as dit Bégodeau. Donc, tu peux lire la dernière phrase, je t'en prie. Si les gens... Tu en profiteras pour me spoiler moi-même. Ça spoil pas tant. Hein, non, mais des bouquins comme ça, c'est pas l'histoire qui compte le plus. Mais c'est très beau parce que ça rebondit sur cette histoire d'intermédiaires qui s'emparent de l'histoire des autres et qui sont touchés par telle ou telle histoire. Bon, je vous lis la dernière phrase. En plus, je vous dis... En vrai, ça spoil pas. Ça spoil pas du tout. Je m'attardais autour de ces tombes, sous ce ciel si doux,
Je regardais les papillons de nuit qui voltigeaient au milieu de la bruyère et des campanules. J'écoutais la brise légère qui agitait l'herbe, et je me demandais comment quelqu'un pouvait imaginer que ceux qui dormaient dans cette terre tranquille eussent un sommeil troublé. Eh bien, merci beaucoup, Marie. Ben, merci à toi, Max.